Bonjour à vous, ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV2. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Mémoires de l'ufologie francophone en collaboration avec l'association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques en France. Pour cette nouvelle édition, nous allons rejoindre une nouvelle fois Bruno Botta et Anne du GUI, groupe d'ufologues indépendants, qui vont donc vous partager leurs dernières actualités entre août 2020 et donc maintenant, juillet 2021. C'est parti! Eh bien, bonjour le Guy. Bonjour Gilles. Bonjour Bruno Botta. Bonjour Gilles. Bonjour Anne. Ah ouais, bonjour Gilles. Comment allez-vous? Bah très bien, on a la pêche, hein. On est en vacances, donc Toujours à Rennes-les-Bains, hein? toujours à C'est ça. Rennes-les-Bains, dans la bonne humeur. Je suis dans la maison du Guy, quoi, c'est ça? La maison du Guy. Exactement, Voilà, c'est la c'est maison juste du là. lit avec le rideau mythique. Ouais, le fameux rideau de la première interview. Que signifie le Guy? Bah, que signifie le Guy déjà? C'est le groupe d'ufologues indépendants. Ce qui veut dire indépendant, c'est l'indépendance totale. Que ça soit au niveau des enquêtes, on n'est pas lié à d'autres associations. Tout à fait. On fait ce qu'on veut. Et le but du Guy, Anne? Bah, c'est de faire des enquêtes de terrain. Voilà. On n'est pas des théoriciens de l'ufologie. On est des enquêteurs de terrain. Tout simplement. Et on voudrait publier ces cas, au moins dans la revue LDLN par exemple, Oui, premier temps. pour en assurer Mais parce la qu'il faut mémoire. préciser aux auditeurs que vous êtes aussi rédacteur pour LDLN. Ah oui, tout à fait, Oui. la lumière dans la nuit de Jean Villanueva. Mais le but, c'est d'assurer la mémoire de ces cas, c'est-à-dire de permettre à d'autres ufologues de pouvoir s'y référer. Qu'il y ait une par la trace de suite, ces cas-là, justement. qu'il y ait une trace, de même qu'on veut alimenter les bases OVNI qui permettent de compiler l'ensemble des informations. Tout à fait. Et c'est pour la mémoire de l'ufologie en Oui, fait. c'est très important. Euh, Très important que ces témoignages puissent rester. En fait, la démarche elle est très cohérente avec Ah oui. celle qui est faite par le Sceau ou par ODH TV. Alors, c'est le même principe que pour le saut. Nous, on essaye de conserver au maximum. Voilà, l'idée c'est que ces témoignages, que ces personnes qui vont parler, que leurs témoignages ne se perdent pas. Oui, qu'il y ait toujours une trace de ces témoignages. Que ça soit dans un magazine ou dans un livre. Voilà. c'est- Après, si on peut faire un livre, ça sera ça encore serait mieux. super. Hein, ça serait. En plus, d'après ce que j'ai vu au symposium, vous avez aussi interviewé un témoin en vidéo. J'ai vu la vidéo hier soir. Oui, tout à fait. Donc, en quelque sorte, vous réalisez non pas la mémoire des ufologues, Oui. mais la mémoire des témoins. Des témoins aussi. En fait, c'est Anne qui l'a vu. Ce témoin, c'est un couple de retraités. Et Anne s'est mis en relation avec eux. Et on a pu les voir le lendemain. Et leur faire un entretien. Et ce qui est bien avec ce cas, c'est que le monsieur a fait une observation de 1952. Et ce qui est bien avec ce monsieur-là aussi, c'est il a fait plein de rencontres dans sa vie. Et il a rencontré notamment Marius Dory, le fameux cas de l'AVEC 54. Oui, ce monsieur, il a eu beaucoup d'activités culturelles et donc il a été amené à organiser des événements, donc à rencontrer par exemple des astronautes, des cosmonautes, des personnalités de l'ufologie. Il a même collaboré avec le GEPAN à l'époque de sa création. Et donc dans le cadre des activités culturelles, ils ont mené des enquêtes avec le GEPAN. Et c'est quelqu'un qu'on veut absolument revoir et peut-être même faire intervenir dans une conférence parce que je pense qu'il aurait beaucoup de choses à apprendre, même aux ufologues actuels, Tout à fait, je parce le que confirme. les travaux qu'il a menés et les événements qu'il a organisés lui ont permis d'acquérir des connaissances sur l'ufologie et même des témoignages d'astronautes ou de cosmonautes. Et je pense que ce qu'il a à dire pourrait vraiment beaucoup intéresser beaucoup de intéresser un personnes, public tout à de fait. conférences. Tout à fait, c'est un couple formidable, je les ai adorés. Des personnes merveilleuses. On a adoré, on a eu un super entretien avec eux et c'est un des beaux souvenirs du symposium ufologique de Rennes aussi.
Oui, belles rencontres. Les belles rencontres étaient pas uniquement les conférenciers, mais aussi dans le public. Oui. Et on a eu aussi une dame avec son fils qu'on a rencontré, Oui. Aussi, ouais. qui était passionnée d'ufologie, enfin notamment la dame. Et une dame qui nous a raconté l'observation de son mari, qu'on verra d'ici quelques temps aussi, Oui, qui a vu quelque chose de très très intéressant oui, aussi. pareil, tout à fait. Alors, quelles sont les actualités du Guy Bah, les actualités, en ce 21 juillet 2021? bah, là, de notre actualité actuellement, c'est qu'on a eu un témoignage. Et bah, on va être en contact avec cette personne très rapidement. C'est pas un témoignage récent, c'est parce que c'est un événement qui a eu lieu probablement, alors il faudra qu'on voit ça avec elle beaucoup plus précisément, mais au moment de la grande vague de 90. Voilà, mais c'est un témoignage qui n'a encore pas été vraiment remonté et sur lequel on serait content d'avoir plus de détails. Surtout qu'il s'agit d'un objet d'assez grande dimension. Oui. Voilà. Alors, le Guy de septembre 2020 jusqu'à juillet 2021, combien d'enquêtes avez-vous eu? On a eu pas mal d'enquêtes en fait. Hein. Oui. En tout, Je me souviens bien. qu'on ne dise pas de bêtises, c'est vrai qu'on en a fait pas mal. Alors on a eu des témoins avec plus d'enquêtes que de témoins, parce qu'il y a eu un témoin qui a fait 3 observations. Sur le début de l'année de septembre-octobre, qu'est-ce qu'on a eu? Je me rappelle plus. On a eu 3-4 témoins. J'ai eu une RR2 au mois de janvier. Oui. Après on a eu tous les deux un témoin intéressant en Île-de-France. Oui. Qui lui a fait 3 observations. Oui. Et c'est du lourd parce qu'il y a des vidéos qu'on a envoyées à l'analyse à François Louange. François Louange, tout à fait. Et qui est en train de les analyser. Et par ailleurs, les cas sont assez longs à relater, donc je suis encore dessus. Et ce qui est marrant aussi dans ces cas-là, c'est que c'est à peu près dans la même zone. Et ça, c'est très intéressant, Ouais. justement. Et on a eu d'autres témoins en venant ici. Alors au symposium ufologique de Rennes-les-Bains. Et avant aussi. Et avant, tout à fait. À Quillan, Oui. près d'ici. Et puis au symposium, on a rencontré plusieurs témoins qui ont souhaité nous faire part de leurs observations. Donc là, on a à nouveau 3 nouveaux témoins, avec 3 observations différentes, qui étaient relativement consistantes, on va dire. Et surtout, le témoignage qu'on a eu à Quillan, il y a eu un premier témoignage par un monsieur que tu as rencontré, Anne. Et on a eu un deuxième témoignage par une serveuse d'un restaurant qui nous a donné des indications sur une personne qui a observé un peu la même chose. Mais pas au même moment. Mais pas au même moment, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est quand même soit un phénomène récurrent, oui. Soit un phénomène similaire, on va dire. Oui. Et dans les 2 cas, il y avait intervention d'avions de l'armée ou d'hélicoptères. Voilà. Dans le premier cas, il y avait des avions plus des hélicoptères. Et dans le second cas, il n'y avait que des avions. Voilà. Donc ce qu'on a fait avec Anne, on s'est retrouvé sur les lieux. On a été pas mal de fois pour vraiment pas se tromper. Et ça confirme un peu le premier témoignage. C'est ça, c'est un peu assez similaire. Donc on racontera tout ça dans les prochaines enquêtes. Prochainement, tout à fait. L'année dernière, je vous avais posé pas mal de questions par rapport aux différents cas que vous avez recueillis. Et je vous avais posé des questions qui étaient peut-être trop en avance sur leur temps par rapport à l'âge du Guy. Là maintenant, 1 an après, je vais vous les reposer pour voir quelles sont vos avancées dans le domaine. Oui. Première question, comment était la météo dans les observations que vous avez recueillies? Alors, les cas qu'on a eu, on a eu beaucoup de... En fait, ça se déroulait le soir. Oui, la nuit même. La nuit, tout à fait. La RR2, c'était une très belle nuit. Oui. Il y avait les étoiles, on voyait très bien le ciel, la météo était excellente. Alors, cette observation, c'est toi qui l'as recueillie, Anne. Il y a eu 2 témoins. Oui. 2 témoins, monsieur et sa femme, ils ont vu tous les 2 un atterrissage. Assez proche, puisqu'il m'a dit c'était proche comme la maison en face, et la maison en face, il m'a montré, on a mesuré la distance, c'était quoi, à peine 150 mètres. Oui. Et là, vous avez vraiment tous les critères dans ce témoignage. Vraiment un engin en forme de soucoupe, Anne, hein. Oui. On peut dire ça. Hein. Oui, tout à fait.
la soucoupe classique. Oui. Enfin, un classique pas symétrique, hein, sur la RR2, c'était le dessus était plus bombé que le dessous. Voilà. Avec un pourtour de lumineux qui tourne et le dessus qui semblait tourner en sens inverse. Ça fait un peu comme une sorte de toupie. Oui. Et par la suite, on a eu aussi un témoignage que Rémi m'a transmis pour qu'on enquête justement dans cette région, parce que nous on s'occupe de la Seine-et-Marne. C'est le témoignage de Monsieur A. Monsieur A, donc lui, il a eu 3 observations qu'on a parlé un petit peu là, à l'instant. Oui, exactement, Monsieur A. Et lui, pareil, il nous a donné tous les éléments météo parce que c'est récent. Donc là, pour le coup, c'est dans le cas, là je les ai pas en tête, mais on les a. On les a, tout à fait. L'enquête est en cours, enfin les enquêtes. Après, la météo, ça peut avoir frappé le témoin le jour où il a vu. Oui. Si c'est très ancien, en tout cas, il aura souvenir de ce qu'il a vu. Il ne sera pas forcément toujours capable de dire exactement quel temps il faisait. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'archives pour remonter à la météo des années 70, quoi. Donc, et aussi, les dernières enquêtes de Monsieur A, c'est des cas récents. Ouais, c'est pas des cas anciens. On peut vérifier. Le cas de Bretagne, c'est un cas qui date de 85. 1985. Là, on est vraiment dans la période après 2010. Mais voilà, on l'apprend, la météo, on l'apprend quand on peut. Oui, si on ne peut pas, on ne l'apprend pas, quoi. Parce que on ne peut pas inventer ce qui n'est pas dans la mémoire du témoin. Tout à fait. Exact. On a plutôt eu l'Oise et la Picardie. Val d'Oise, on n'a pas. Val d'Oise, il y en a un petit peu quand même. Oui. Et puis Seine-et-Marne, il semble qu'il y ait pas mal de cas aussi. Maintenant, je dirais pas que c'est lié à la démographie, mais peut-être plutôt à la géographie. Oui. Et peut-être aussi à la présence d'installations nucléaires ou militaires dans les environs. Très proche, oui. C'est souvent le cas dans de nombreuses enquêtes. Souvent, près de nos enquêtes, il y a soit une installation militaire, soit une base aérienne. Notamment l'enquête qu'on a menée du témoin, Monsieur A. Monsieur A, Monsieur Pierre, qui nous autorise à dire son de chat, son nom. Et Madame K également, c'était proche de base aérienne. Oui. Et Monsieur A, c'est proche d'une installation militaire. Militaire, oui, tout à fait. Stratégique. Toujours des questions posées l'année dernière. Les formes des pans ou des ovnis que vous avez recueillis, quelles sont-elles? On a un peu de tout. On a eu des triangles, on a eu des formes d'engins en forme de soucoupe, on a eu des boules lumineuses, des petites boules blanches, on a eu une boule orange. Là, on est sur des boules rouges, les 4 cils de Quillan. Ouais, un vrai sapin de Noël. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a une grande diversité au niveau des observations. Grande diversité. Après, il y a quand même toujours quelque chose. Quand on prend des témoignages avec des boules, c'est pas juste j'ai vu passer une petite boule dans le ciel. Il y a toujours quelque chose à côté. C'est-à-dire que soit il y a eu des avions de chasse qui passaient juste derrière, soit la boule elle avait un comportement très, très atypique avec par exemple des crépitements et un bruit de crépitement, une traînée, des étincelles, des choses comme ça. Soit c'était des boules qui ont eu un effet sur le sol, par exemple, avec des arcs électriques, comme le cas de Madame K. Oui, voilà. Tout à fait. Il y a toujours un effet qui fait que c'est pas seulement des boules lumineuses, mais il s'est passé quelque chose en plus. Parce qu'autrement, des boules lumineuses, si vous sortez 10 minutes le soir, vous allez voir passer 12 satellites. C'est pas significatif si c'est trop petit, si ça n'a pas de comportement atypique, et voilà. Après avoir parlé donc des différentes formes, les dimensions des phénomènes. On a un peu de tout au niveau des dimensions. Ouais. On a une soucoupe de petite taille qui volait très bas. Oui. Ça, c'est un de nos derniers témoignages qui n'est pas très vieux, qui remonte à 2012, celui-là. Mais vraiment la soucoupe typique. Le témoin nous a dit c'était comme un lave-roquard mais sans l'hélice au milieu. Oui. Donc une espèce de petite soucoupe typique mais avec un trou au milieu. Il voyait très bien le trou au milieu et des petites lumières rouges en dessous. Voilà. Le cas de Bretagne, c'était vraiment la soucoupe typique avec une espèce de bande qui tournait, c'est ça? La bande qui tourne autour, oui.
ils ont comparé ça à une pellicule de film Oui. qui tournerait autour, donc ça faisait comme des petites fenêtres lumineuses. Et le dessus était un peu plus bombé que le dessous, voilà. Donc un peu asymétrique, voilà. Et après, on a les triangles. Et puis on a la soucoupe aussi de Monsieur D. Monsieur D, oui, tout à fait. Monsieur D, alors là, c'est vraiment la soucoupe typique, hein, telle qu'il y a eu dans beaucoup de témoignages. Ouais. Donc on a, résumons, au moins 3 soucoupes typiques. Au moins, oui. 3 soucoupes. On a 3 phénomènes de triangle. Triangle, oui, tout à fait. Et on a Les une boules forme, blanches. on a au moins 3 ou 4 formes de boules. Oui, différentes. Et on a une forme totalement atypique qui ressemble. Ah, le cadamien. Le dessin, on dirait un shadok. Enfin, on ne sait pas trop. Ouais, Ça ressemble à rien. C'est vraiment une description Un particulière. patatoïde. Oui, il est vrai. En fait, C'est une patate de l'espace. cet ovni, il est un peu particulier. Il correspond à rien de connu. Avec une forme oblongue, Oui. avec le bout plus pointu à l'avant qu'à l'arrière, Oui. ou inversement. D'ailleurs, on ne sait pas trop où était le devant et le derrière. Et puis des espèces de hublots. Voilà. Moi personnellement, dans vos enquêtes, il y en a une qui m'a beaucoup plus marqué que les autres. C'est peut-être l'une de vos premières enquêtes d'ailleurs. C'est l'affaire de Madame K. Ah oui. Oui. Et vous l'avez présentée donc au symposium. Et ça, c'est un cas vraiment qui me fascine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Bien sûr. Ah bah, l'affaire de Madame K, en fait, ça a commencé, déjà, c'était notre première enquête. Et c'était inattendu comme enquête. Et bon, on a pris contact avec cette dame, justement. Et là, elle nous a évoqué, en fait, son observation. Et dans cette observation, il y a vraiment tous les éléments. Vous avez les 3 boules lumineuses, vous avez les barres électriques, les chevaux pris de panique par rapport à l'observation. Oui. Donc un effet sur les animaux qui étaient dans le pré, qui contredit la possibilité, puisque Madame K elle-même, quand elle a vu le phénomène, a pensé que c'était peut-être des phares de voiture qui se reflétaient sur les nuages. Oui. Et donc elle était plutôt rationaliste, enfin plutôt dans une hypothèse très rationnelle. Et en revanche, elle s'est vite aperçue que ça ne se déplaçait pas de la même façon. Bon, déjà, il y avait 3 boules, donc c'était pas 2 phares, c'était 3 boules. Et elle se déplaçait sur un balai extrêmement symétrique, très harmonieux. Et par moments, une par terre revenait, une autre par terre revenait. Oui. Donc, Toujours il y avait... comme ça, relié en fait. Voilà, mais sans jamais se heurter. Oui. Et surtout, ça a eu un effet sur les chevaux. Qui étaient Ah oui, au pré, énormément, c'était très important. qui se sont affolés. Oui. Et ça a eu un effet sur les clôtures électriques qui sont autour du pré et qui se sont mises à faire des gros arcs électriques. Voilà. Donc là, et après, il y a aussi la réaction puisqu'elles sont allées poser question à la base aérienne qui se trouve à côté de chez elles. Oui. Et à la base aérienne, on a dû circuler, mesdames, il n'y a rien à voir. Eh oui. C'est la Comme il y météo, a ça devait régulièrement. être de la foudre en boule, c'était un phénomène météorologique. Sauf que le lendemain, dans les jours qui ont Il y a eu suivi, l'armée. ils ont vu que les soldats ratissaient les coins assez à fond, à tel point qu'elles disaient que les prairies étaient littéralement piétinées. Et qu'en plus, elles ont vu un soldat en planque dans un buisson, habillé en tenue de camouflage. Voilà, donc c'était assez contradictoire avec une hypothèse de la foudre en boule. Tout à fait. Et en plus, ce qui est bien avec ce témoignage, c'est qu'il y a eu 3 témoins. Oui, donc Madame K, Madame K. son amie, une amie à elle, Oui, en fait, très et proche. sa maman. Oui. Voilà, malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas pu, et ça ce sont les aléas des enquêtes ufologiques, et ça il faut bien le savoir, enquêter en ufologie ça n'est pas facile, nous n'avons pas réussi à recontacter On les n'arrive pas à témoins compléter le dossier pour pour l'instant. compléter le dossier. Voilà, et elle était très à cheval sur l'anonymat. Elle souhaitait vraiment que son nom ne soit pas cité, qu'on ne puisse ni la reconnaître ni la retrouver. Et ce qui fait que je comprends que peut-être elle n'a pas souhaité donner plus avant suite à notre enquête. Les témoins sont aussi durs à avoir.
c'est très compliqué d'avoir des témoins. On a Non, beaucoup de refus aussi des gens qui se décommandent. Oui. Et quand on a vraiment les témoins, on fait le maximum pour faire des bonnes enquêtes, quoi. Des annulations de dernière Oui. minute, ça on en a eu. Énormément. Alors qu'on avait déjà réservé l'hôtel parce qu'on se déplace assez loin parfois, il faut aller en week-end. Par exemple, là c'était dans la région d'Amiens. Oui. Et on devait même tourner un reportage avec notre l'ami Oui, le journaliste journaliste, de France 3 de Picardie. France 3 Picardie. Et malheureusement, les témoins se sont décommandés à la dernière minute. Et Oui. heureusement, le journaliste nous a aiguillés sur un autre témoin qui acceptait de témoigner. Ouais, On a pu y aller. suite Et à- parfois, on n'arrive pas à les joindre non plus après. C'est si on très, veut très les contacter compliqué, il y a pour beaucoup de compléter refus. l'enquête. Oui. Vaut mieux avoir toutes les bonnes réponses dès la première fois Oui. parce qu'après, vous pouvez plus les contacter. Oui, c'est compliqué. Et je disais en fait, pendant le symposium ufologique de Rennes-les-Bains, on a eu des témoins qui se sont décommandés. Oui, on a rencontré 2 témoins qui ont dit oui, nous on a vu des choses. Et puis après, quand il a fallu prendre rendez-vous pour se voir, ils étaient plus très partants. Voilà, ça vous montre l'exemple type des enquêtes. Après, Comment expliquez-vous cela? Je pense qu'il y a une petite peur du ridicule, ils n'osent pas témoigner. la je peur peux du comprendre. recul, l'absence de confiance aussi par Oui. rapport aux réseaux sociaux et à l'internet, Oui. qui fait beaucoup de mal. Hein. Énormément. On peut se faire écharper sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se suicident pour ça. Oui, ça peut vous anéantir complètement. Moi je comprends que ça leur fasse peur, ils ont peur de se retrouver sur une chaîne YouTube quelconque, ridiculisée et Parodier, tout à fait. parodiée, et très franchement je les comprends. Voilà. On se met entièrement à leur place. Le fait de témoigner, c'est une prise de risque. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est pas évident de témoigner, en parler avec quelqu'un qu'on connaît pas forcément. Et c'est peut-être avec la durée qu'on arrive à avoir quelque chose, mais il faut relancer le témoin régulièrement pour avoir Ouais. commencer des dossiers, quoi. Est-ce que depuis l'année dernière, votre questionnaire d'enquête a changé ou c'est toujours le même? Alors on a toujours le questionnaire type, avec les principales questions qu'on doit poser aux témoins, mais il y a quelques compléments. Tu peux peut-être en parler un petit peu. On a toujours nos 24 questions. On a rajouté vraiment une question plus précise sur la taille apparente et la taille estimée. On essaye dans la mesure du possible de demander aux témoins, mais on le faisait déjà avant, mais vraiment d'estimer la taille apparente, bras tendu de l'objet. Et par ailleurs, Bruno a une idée très intéressante par rapport aux couleurs. C'est qu'on pourrait avoir une carte de couleur, les Pantones, tout simplement. Ça, Qui c'est très permet important parce que de- ça permet d'avoir les différents jaunes qu'on peut avoir. Mm. Là, vous prenez le jaune qui est là, il est complètement différent d'un autre jaune un peu plus loin. Donc c'est pour vraiment avoir vraiment la couleur authentique à l'observation. Ouais. Donc ça serait peut-être une petite acquisition à faire. Maintenant, je ne sais pas si on en trouve beaucoup encore en papier. Par Oui. contre, ça existe en informatique, sur Oui. les téléphones portables. On peut consulter les Pantones et prendre le code qui correspond le plus à l'observation du témoin. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va s'appliquer à essayer de faire. Je pense qu'on va le faire, L'ajouter notamment à- pour les dernières enquêtes. Ah non, parce que là on a pas mal de mélange de couleurs. Oui, voilà. Vous avez eu pas mal d'investigations dans le département de l'Aude, Oui. mine de rien. Au symposium, ça a été un vivier de témoins. Énormément. Après, pour le moment, les ovnis dans l'Aude, alors, est-ce un département Le département de l'Aude, il est très intéressant parce qu'il y a pas mal de cas. Et surtout dans cette zone de Bugarage, Rennes-les-Bains, on a constaté, surtout Quillan, parce que surtout Quillan, il y a eu de nombreuses observations qui ont été faites. Et on est dessus pour avoir d'autres éléments. Alors, on a enquêté sur notre premier cas, c'était l'année dernière. Oui, Avec un objet dont on n'a pas parlé dans les formes tout à l'heure, mais qu'on pourrait assimiler complètement à part. à un sous-marin volant. Oui. Là, ça a été comparé à un sous-marin ou un porte-avions, tellement c'était grand. Justement, on en a parlé pendant le symposium ufologique de Rennes-les-Bains.
C'était vraiment un C'est engin un à part. exceptionnel. Et le témoin est vraiment quelqu'un de crédible et de tout à fait fiable. Et jamais il se serait amusé à nous raconter ça si c'était pas vrai. Et voilà, donc effectivement, et puis beaucoup d'autres témoignages. Hein. Oui. Et ce qu'on envisage de faire, c'est de terminer quand même ces enquêtes, c'est-à-dire de les mener au bout avec nos éléments, et peut-être de les transférer ensuite à nos collègues d'OVNI Languedoc. Oui. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que vous avez eu de nombreux échanges avec cette association. Oui, j'ai beaucoup discuté avec Thierry Golin d'OVNI Languedoc. Nous, on va commencer à enquêter sur ces enquêtes-là et par la suite, on remettra Thierry Golin et son association. Ce qu'on va faire, on va faire le premier travail de débroussaillage, c'est-à-dire le récit, le questionnaire, le schéma, voilà, enfin tout ce l'enquête de base, on va dire. Et une fois que tout ça sera prêt et qu'on va le faire valider, puisque ça c'est notre principe, on fait toujours valider par le témoin. Une fois que ça sera validé par le témoin, on transfère pour qu'il puisse aller plus loin dans l'enquête. Est-ce qu'il y aurait la possibilité que vous nous parliez du cas de Rémi? Bien sûr. Ah oui. Moi je peux commencer. En fait, Rémi, c'est un des organisateurs du symposium ufologique de Rennes-les-Bains. Et l'année dernière, lors de notre premier voyage, on l'a rencontré dans un restaurant à Rennes-les-Bains. On a pu rencontrer Georges Kiss aussi, qui était présent, un spécialiste des Templiers, c'est ça? C'est ça. Spécialiste des Templiers, et Rémi, justement, a évoqué sa fameuse histoire. Bon, il ne voulait pas trop en parler, mais il nous a évoqué une histoire vraiment exceptionnelle. J'avais l'impression de me transmettre dans l'univers de Jules Verne. Et là, on a vraiment tous les ingrédients, cet engin de 300 mètres de long sur 40 de haut, des grandes plaques, à peu près c'est ça, 2,50 m. Par 7 mètres. Ouais. Par 7 mètres, l'aspect un peu rouillé, avec ce petit bruit, il y avait un petit bruit qui faisait boum, boum, boum. Comme un rotor, oui. En fait, un bruit de rotor. Il y a vraiment tous les ingrédients. Très puissant. Pour que ça soit vraiment un truc à part, quoi. Moi, depuis que je m'intéresse aux ovnis, j'ai jamais eu un cas comme ça. On se serait cru dans la vague d'Airship à la fin du 19e siècle, ou dans une histoire à la Jules Verne. À la Jules Verne, tout à fait. Donc un vaisseau qui vole dans le ciel avec des tôles, avec des boulons gros comme des roues de voiture. C'est très impressionnant, qui se déplaçait très lentement à très basse altitude. Et donc Rémi l'a vu, mais aussi ses parents, puisqu'il les a appelés, parents, tout à fait. Qui ont été si effrayés qu'ils sont rentrés dans la maison en l'enfermant dehors. Ça, c'est la petite anecdote. Et ils ont oublié leur fils à l'extérieur. Oui. Voilà. Ce sont des choses qui ne s'inventent pas. Et j'espère vraiment... Oui, et il a même pris, à un moment donné, il a même pris sa catapulte. Enfin, il avait un lance-pierre. C'était tellement bas qu'il pensait qu'il serait capable de tirer une pierre pouvoir atteindre sur l'objet. En fait. Il a eu peur que ça touche le haut des arbres et de la maison. Oui. Donc c'était vraiment très bas. Et donc au dernier moment, il l'a pas fait parce que tout simplement, il a eu peur d'une éventuelle riposte. Oui. Il s'est dit, mais s'il me tire dessus, ça va être énorme. Donc il s'est abstenu. Et il a regardé ce vaisseau s'éloigner au-dessus de la maison familiale. Et au début, si tu te rappelles bien, il a pris ça pour quelque chose d'autre, que ça venait des Russes ou... Oui, au début, il s'est dit c'est quelque chose d'existant, on va dire. Peut-être un modèle secret des Russes, ou voilà, parce qu'à l'époque, on n'était plus tout à fait c'était plus tout à fait la guerre froide. Oui. C'était en 1975. Mais on était quand même pas très loin de toute cette époque-là. Tout à fait. Il n'y avait pas encore la détente avec l'URSS encore. Hein. C'était encore l'URSS. Communiste, tout à fait. Voilà, donc on pouvait imaginer que ça aurait pu être un modèle extraordinaire d'un autre pays. Mais non. Donc c'est vraiment un cas qui nous a fascinés et qu'on enquête encore dessus. Voilà. Quelqu'un nous a dit qu'il avait réalisé une maquette. Oui, quelqu'un qu'on a rencontré au symposium. Quelqu'un qui connaît bien Rémi et qui voulait nous envoyer la photo de cette maquette, mais je ne sais pas s'il le fera. D'accord.
personnellement, je trouve que c'est très bien que vous collaboriez avec l'association locale qui est OVNI Languedoc, parce que comme il en a parlé à sa conférence, le secteur, là c'est Campagne-sur-Aude ou Campagne-les-Bains, Quillan, il a parlé d'une sorte de RR3 aussi du côté de Quillan. Oui. Ça a l'air d'être un endroit où ça bouge. Oui, c'est un lieu propice, je pense. Et puis dans les bases de données, il y a eu quelques cas Oui, sur il y a eu Quillan beaucoup aussi. d'observations et c'est pour ça que on va le confier à Thierry Golland. C'est plus son secteur. Pour lui, ce sera mieux pour pouvoir étayer davantage son dossier et enrichir ses statistiques, plutôt que nous ayons quelques cas perdus dans l'Aude, au milieu d'un grand nombre de cas sur l'Île-de-France. Donc c'est beaucoup plus logique. Par contre, il faudra qu'on finisse d'abord le travail pour lui envoyer, afin qu'il ait quand même un dossier un peu solide. Oui, un petit peu plus large. Et alors la grande question qu'il y a eu pendant ce week-end de conférence, Oui. Quillan c'est quand même assez excentré par rapport au lieu dit sensible dans le coin, entre guillemets. Oui. Le Bugarache, alors le Ouais. Bugarache, Ah bah je pense est-ce un leurre? Ah bah pour moi le Bugarache c'est un secteur qui se passe pas grand chose en fait. C'est plus un lieu comme ça pour des rendez-vous en quête de sensations, mais c'est pas le lieu où il y a vraiment des activités ufologiques. Par moi c'est mon avis personnel. Je pense que c'est centré beaucoup plus loin. En fait, c'est très compliqué de se prononcer, puisque la plupart des manifestations auxquelles on a été confrontés, des témoignages, ne se situaient pas au Bugarache. Non, du tout. Enfin, On a tout ce qui rien. était un peu consistant Il y ne a se rien. situait pas au Bugarache. Non, Voilà, c'était plutôt sur Quillan, Campagne-sur-Aude, tout à fait, voire toujours même dans ce secteur. de ce En fait. côté-ci, vers Rennes-les-Bains. Oui, Rennes-les-Bains. Voilà. Donc, peut-être que Bugarache, il se passe peut-être des choses, probablement, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'éléments concrets Oui, on peut pas se permettre pour l'affirmer. d'affirmer, oui, tout à fait. Bon alors, vous collaborez avec l'association OVNI Languedoc, mais est-ce que vous collaborez avec d'autres associations d'enquêteurs? Bien sûr, avec Rémi Fauchereau, notamment. Mhm. Quand on a des cas vraiment qui se rapprochent de Lyon, je le confie à Rémi Fauchereau, tout simplement. Ou l'inverse, c'est Rémi Fauchereau qui Oui. nous envoie des cas. C'était le cas très récemment, il nous en a envoyé deux. Ah oui, Un fameux monsieur cas. A, et puis, Oui. et puis aussi un autre cas dans Seine-et-Marne qui est très compliqué, sur lequel on n'a même encore osé Un mettre les gros doigts dedans. dossier avec une rencontre du troisième type, Mm. avec une créature bizarre. Ça, Et il y a plein de choses vraiment étonnantes dans ce dossier de 77, justement. C'est totalement bizarre, ça Oui. s'apparente autant à du paranormal Ah oui, oui. ou à des mondes parallèles qu'à de l'ufologie. Il y a tout. Il y a tous les ingrédients. Le témoin principal est décédé, Oui. il reste deux personnes Il reste 2 personnes, oui, de vivantes. Oui. qu'on a essayé de contacter qui n'ont pas répondu. Non. Voilà, donc ce sont des gros cas, mais C'est des les cas, réels problèmes de l'ufologie. Hein. voilà, des cas qui sont difficiles à enquêter voilà. Tout le problème, c'est entre l'enquête à chaud et l'enquête à froid. Oui. Là, on est sur une enquête à très très froid. On n'a pas grand chose, hein. C'est vrai qu'on voilà. a des petits bouts et on complète le puzzle en fait. Et puis, tant qu'on n'aura pas rencontré les personnes, ça sera à plat, quoi. Là c'est des phénomènes de haute étrangeté. Ah, Ouais. complètement, parce que là on a des espèces de créatures là. Ouais, Il n'y a pas beaucoup de cas dans l'ufologie qui a ça. Bestiole noire, hein, gros. J'avais pensé au range de l'Utah, moi. Oui, ça fait penser un peu à ça. Oui. Oui. Et là, à première vue, c'est un espèce de chat. Ils ont décrit ça comme un chat géant. Ou autre chose, on ne sait pas. On ne sait pas trop. On ne sait pas le classer. C'est une créature bizarre. inclassable, c'est insupportable. Bah, on sait pas remarque comment qu'au s'y prendre. Québec, il me semble, au tout début de l'ère de l'ufologie québécoise, et des gens ils avaient vu un truc en forme de grosse tortue. Donc, Oui, ah oui, il y a de tout. Hein. C'est vrai qu'il y a des descriptions complètement hallucinantes. Ouais. comme on est sur les corrélations, Oui. pensez-vous qu'on cherche à en faire trop? Ça part dans toutes les directions. Bah, je C'est un pense. peu comme les fusées sifflantes. Bzzz. Ah oui, tout à fait. Ça je le confirme. Hein. C'est... Après, il ne faut pas s'interdire de rechercher des corrélations, parce qu'à un moment donné, ça peut apporter une explication. Oui. Si on s'aperçoit qu'il y a un certain systématisme, et que par ailleurs, on arrive à être prédictif, alors ça serait vraiment l'idéal, c'est-à-dire réaliser des modèles prédictifs
qui peuvent prévoir, disons, les sites où une observation est susceptible de se faire. Oui. Si on arrivait à construire un modèle prédictif, on pourrait dire que telle corrélation, effectivement, elle est bonne. Maintenant, tant qu'on n'arrive pas, et le problème de ce phénomène, c'est qu'il est totalement imprédictible, qui n'est pas pour l'instant reproductible, donc on est dans le flou le plus complet. Donc on part dans des conjectures, on essaye de faire des corrélations, on essaye d'imaginer des liens, et on essaye de faire des rapprochements. Voilà. Si des gens ont le temps de faire ce genre de travail et ont les compétences pour faire ce type de travail, c'est bien de le faire. Mais ça demande énormément de travail, énormément de compilation. C'est beaucoup de temps de recherche. Et aussi des algorithmes qu'il faut tester. Voilà, c'est très compliqué. Donc moi, je salue le travail qui nous a été présenté en symposium par Michael Vaillant, parce que c'est un travail statistique rigoureux, même si je ne suis pas fondamentalement d'accord avec toutes les conclusions, notamment le rapport avec le niveau d'éducation. Je pense qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte et qu'on peut être là sur un biais d'interprétation. Mais ça n'est que mon avis. C'est un peu une forme de discrimination. Ah oui. Ça peut être une forme de discrimination, c'est surtout ça peut être une interprétation erronée. Tout simplement. C'est ça surtout. Moi, je ne cherche pas le mal. La mauvaise interprétation. Voilà, je ne cherche pas le mal dans les interprétations, dans les corrélations. Par contre, je suis très méfiante des biais. Des biais de confirmation, tu dis ? Oui, des biais de confirmation. Oui. En fait, il faudrait que je vous trouve un exemple. Là, j'en ai plus du tout en tête. Mais comment dire ? Oui, je trouverai des exemples. Je vous en trouverai, mais pas tout de suite, parce que ça demande un peu de réflexion. Mais il y a des exemples évidents. Oui, d'accord. Il y en a. En été, il y a plus de violence physique, etc. Et en été, il fait plus chaud. Donc il y a des gens qui vont vous dire « Ah ben il y a plus de violence parce qu'il fait plus chaud. » Voilà. Bon bah c'est pas sûr. Par exemple, c'est dans le sud qu'on voit le plus d'ovnis, parce qu'il fait beau. Tout à fait, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, c'est peut-être parce qu'il y a plus de gens qui sont dehors, tout simplement. Oui, il y a plus de présence humaine. Dans les lieux plus isolés, il y a moins de cas, parce qu'il n'y a pas les personnes qui sont là pour ça. Et c'est pour ça qu'Éric Zurcher, pendant la conférence, il a dit un truc que bon nombre d'associations pensent, ou du FLOG, on cherche dedans. Tout dépend de la présence du FLOG et d'associations. S'il n'y a pas du FLOG sur le terrain, et dans les régions, il n'y aura pas de cas. Ça sera complètement oublié. C'est vrai qu'Éric Zurcher l'a bien précisé. Et ça, c'est très important en ufologie. C'est des bases. Il faut des enquêteurs de terrain. Sérieux. Et surtout, sérieux. Et c'est pas parce que deux phénomènes se produisent au même endroit, par exemple le fait que des gens aient un niveau d'éducation faible et qu'on voit beaucoup d'ovnis. Et là, le gros biais, c'est de dire, ah ben, on voit plus d'ovnis parce que les gens, en fait, ils ont un faible niveau d'éducation. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait, en réalité. Je ne crois pas. En revanche, d'ailleurs, si on regarde le nord, il ne fait pas spécialement beau, et pourtant, sur la carte de France, la densité d'observation dans le nord et vers la Belgique, c'est quand même assez important. Très important. Donc, on va pas dire il y a plus d'ovnis parce qu'il fait plus beau, parce que ça, c'est pas vrai. Oui, c'est pas plus beau dans le nord qu'ailleurs. Complètement. C'est parce qu'il y a eu des enquêteurs, il y a Jean-Marie Bigorne, il y a eu... Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'enquêteurs dans certaines régions. Donc les cas d'observation ne peuvent pas être signalés, parce qu'il n'y a personne pour les enquêter. Alors, qui est peut-être plus de témoignages parce qu'il y a une plus forte densité de population, parce que si vous allez dans des endroits, dans la Creuse ou dans le Limousin, où il y a très peu d'habitants, où la plupart, le soir, ils rentrent chez eux et ils ne vont pas forcément aller regarder dehors, voir ce qui se passe, vous allez peut-être avoir moins de cas parce que y a moins de probabilité pour qu'une personne voit quelque chose. Tout à fait. Alors que si on est dans des zones où il y a une très forte densité de population et où en même temps il y a de l'activité nocturne, peu importe le type d'activité nocturne, et bien forcément vous allez avoir peut-être plus d'observations parce que des gens sont dehors à ce moment-là et vont voir quelque chose. C'est pareil, alors je ne suis pas tout à fait d'accord non plus
avec la thèse qui consiste à dire que c'est le phénomène qui te choisit. Même si je sais l'opinion de grands ufologues, peut-être pour les RR3 c'est le cas, Oui. mais pour les simples observations de lumière nocturne, je pense que c'est simplement qu'il faut se trouver au bon endroit au bon moment. Oui, c'est ça. Je Alors, pense que c'est une question de hasard. Je ne dis pas pour les RR3, hein, les observations non. d'humanoïdes, il y a peut-être quand même une corrélation avec le témoin. Oui. Que ça ne se passe pas tout à fait au hasard. Oui, parce que généralement, dans les RR3, il y a un témoin et il n'y a que lui qui voit cette observation. Il y a très peu de cas similaires qui ont vu la même observation. Ouais. Donc là, effectivement. Par contre, pour les simples lumières nocturnes, et c'est le cas de la plupart des observations, il s'agit de lumières en majorité, tout à fait. Lumières nocturnes, je pense qu'il suffit simplement d'être là au bon moment et au bon endroit et ça se passe. Tout à fait. Tout simplement. Je vous retrouve à présent donc au labyrinthe vert sur la commune de Nébias dans le département de l'Aude, en présence du Guy, de Bruno et d'Anne. Nous avons passé 2 semaines formidables et je pense qu'ici on peut peut-être faire un petit débrief. Ah bah oui, tout à fait. Alors c'était comment le camping du Guy 2021? Le camping 2021, on a eu beaucoup de rencontres déjà, énormément. Et aussi on a visité des lieux qu'on n'avait pas été la dernière fois. Et beaucoup de témoignages, aussi le Guy c'est avant tout les témoignages liés au phénomène OVNI. Et des rencontres, c'est le mot que je retiens moi. De belles rencontres, surtout. Oui, tout à fait, avec un enchaînement de synchronicité qui nous ont conduits à de nouvelles rencontres. Si on n'était pas allé à tel endroit avec telle personne, on n'aurait pas rencontré telle autre personne qui nous a permis de rencontrer encore une autre personne. Et chaque fois, ce sont un peu les imprévus qui nous ont conduits aux bons endroits. Donc, il n'y a pas de conclusion à en tirer, mais c'était une très très belle quinzaine. C'était assez rayonnant, assez lumineux. Et ça se termine vraiment en apothéose dans le labyrinthe vert. Sur ce, moi je tiens à vous remercier pour toutes ces belles journées et ces belles veillées aussi. Parce que qu'est-ce qu'on était bien sur le Transat, dommage qu'il n'y avait pas un troisième. Et oui. Mais ça sera pour l'année prochaine, parce qu'il faut quand même dire aux ODF Notes qu'on a eu de belles rencontres, mais quand on dormait le soir, on était quand même dans le bungalow de l'angoisse. Il craque de partout. C'était particulier ce séjour. Moi là-dessus je tiens à vous dire merci parce que je vous ai interviewé donc une deuxième fois pour les mémoires de l'ufologie francophone. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose en plus aux ODH Notes? Moi j'ai adoré faire de cette interview, la deuxième du Guy. Comme ça ils vont nous connaître un petit peu plus et ils verront notre travail qu'on fait au quotidien. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions et aux questions des ODH Notes. Merci Gilles. Merci Gilles. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain interview. À la prochaine. En 2022. C'est ça. En 2022. Voilà. Merci. Au revoir.